Grâce à des thérapies géniques, on est en train de rendre l'ouïe à des sourds. Vous vous rendez compte un peu? Quel point c'est extraordinaire. Bon, on va parler des dernières news. Encore une fois, c'est une revue de presse des infos récentes, hein. C'est juste pour se tenir au courant de là où on en est. On va regarder les progrès qui ont été faits dans certains domaines et j'ai classé ça, comment dire, du plus abouti au plus spéculatif. Et on va aussi parler des problèmes qu'il y a dans ce domaine, des arnaques et aussi de la manière dont l'information est présentée. Parce que on est dans une période où il y a beaucoup de hype, de surexagération des news à cause des IA, hein, qui soulèvent beaucoup d'espoir, mais aussi qui sont en fait pas bien comprises, qui soulèvent aussi des craintes d'ailleurs, mais des espoirs exagérés. Et ça se traduit dans d'autres domaines, dont le domaine médical, parce que les gens se disent, ouh là là, allez, ça y est, avec les IA, on va faire des trucs de ouf, et puis dès qu'ils voient passer une news sur des progrès médicaux, ah, ça y est, c'est parti, on va devenir immortel dans 6 mois. Donc, on va discuter de tout ça. Donc, je vais aller assez vite hein, à chaque fois. Donc ici, thérapie génique à l'aide d'un adénovirus. Bon, c'est une manière en fait de délivrer la thérapie génique. Parce que les virus en fait sont capables de modifier notre ADN. Enfin certains, les rétrovirus si je dis pas de bêtises. Alors, si on lit juste le titre, on peut se dire ah ça y est, on a réussi à guérir les sourds grâce à les thérapies géniques. Bon, on est sur le chemin, on a fait des énormes progrès, mais on n'en est pas tout à fait encore là. Donc quand on regarde plus en détail, voilà, par exemple, le genre de cas typique, c'est des sourds qui ne pouvaient pas entendre au-delà, en dessous de 106 décibels. Alors 106 décibels, je ne sais pas exactement, mais c'est genre en dessous d'un marteau-piqueur, ils n'entendaient rien, quoi. Un marteau-piqueur, je crois que c'est plus, mais bon, c'est déjà beaucoup. Et ça passe à 52. Donc, c'est pas mal du tout. Et justement, j'en profite aussi pour faire alors, un reproche à la presse, hein. C'est que là, ben voilà, précisément, moi, j'aurais bien aimé ne pas avoir à chercher ce que ça veut dire 106 décibels, parce que bon, ben, ils mettent 106 décibels comme si tout le monde avait les références en tête de ce que ça signifie. Donc, de donner des exemples, je trouve que ça devrait faire partie de la bonne presse qui explique les choses, que les gens puissent comprendre. Bon, ils disent ensuite que ça a bien mieux marché sur les patients les plus jeunes, etc., etc. Et pas de réaction, pas de rejet. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Donc c'est gros espoir, hein. Déjà, c'est une thérapie génique. Bon, voilà, quoi. Je sais pas, remettez-vous 30 ans en arrière. Parler de guérir des sourds de la surdité, ben, c'était juste inenvisageable. Donc, on n'y est pas tout à fait encore. Mais voilà, on a fait des gros, gros progrès. Personnellement, je trouve ça hyper enthousiasmant. Alors, on passe à la suite. Là, c'est un peu le même genre. Thérapie génique pour guérir une maladie de la peau, avec des résultats très, très probants. Donc voilà, là, il parle aussi des limites, c'est intéressant. Donc, ça ne fonctionne que sur la peau, alors que la maladie peut toucher aussi la bouche. Donc voilà, il y a peut-être d'autres gènes qui sont impactés. Et il y a un tiers des patients qui ont une mutation qui empêche de bénéficier de cette approche. Je vous montre ça pour que vous preniez conscience que on entre dans l'ère des thérapies géniques. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est fou, quoi. Ben voilà, ben d'ailleurs, gène thérapie, c'était de la science-fiction il y a pas si longtemps que ça en arrière. Et à mon avis, alors je ne sais pas, il faudrait regarder combien ça coûte à développer ces thérapies, mais une fois qu'on l'a, bon voilà, ben, si c'est délivré par un virus, le virus, vous le mettez en culture, ça coûte rien c'était où? Ah, c'était ici. Ça coûte rien, en fait, c'est de dupliquer la thérapie une fois que vous l'avez. Alors, le coût de la recherche, ça c'est autre chose, on est d'accord. Mais le coût de déploiement du médicament, donc ça veut dire, grosso modo, hein, je traduis un peu grossièrement, mais une fois que les brevets sont tombés, dans quelques années, la thérapie, elle est essentiellement gratuite, quoi, pour tout le monde. Les thérapies géniques, c'est ça, hein. Parce que je fais une parenthèse là-dessus, parce qu'il y a le discours, oui, ça va profiter qu'aux riches, tous ces trucs-là. Bah non, non, non. Donc je ne sais pas comment ils vont rentabiliser les premières thérapies, mais en attendant, peut-être que c'est de la recherche publique, en attendant, on commence à avoir des thérapies géniques. Ça, c'est quand même une grosse news. Alors ici, autre thérapie sur les leucémies, cancer du sang. 9 patients sur 10 ont répondu, et 2 sur 3 une rémission complète. Donc la rémission, c'est pas la guérison, on ne sait pas. Il faut attendre plus longtemps si je dis pas de bêtises. Voilà, ça double le taux de réussite. Alors vous avez compris, hein,
entre les titres et ce qu'il y a vraiment dans les études, il faut aller lire. Alors, je ne vais pas passer mon temps à tout lire. En principe, c'est censé être le boulot des journalistes, mais bon, ben, en fait, voilà. Maintenant, la masse d'informations est telle que, en fait, ça devient difficile pour tout le monde. Et on verra un petit peu plus loin les changements qui s'opèrent aussi dans ce domaine. C'est important de comprendre. Je ne suis pas là pour vous vendre du hype. Je suis là pour vous montrer, en tout cas à mon échelle, hein, ce que j'en comprends, l'évolution de la médecine et l'évolution du traitement médiatique de ces évolutions et bon, bref, de tout ce qui tourne autour de ça. Hein. Autre news, donc CRISPR. Bon, il y a tout un vocabulaire, alors je sais pas si vous connaissez ou pas, mais CRISPR, en fait, c'est une thérapie génique, c'est un ciseau génétique qui a réussi à retirer des chromosomes carrément là, en trop du syndrome de Down. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, ce syndrome, mais bon, là encore, on voit thérapie génique, euh, grosse percée, quoi. Hein. Alors, toujours pareil, il faut aller voir les limites de ces études. Donc, je ne vais pas faire à chaque fois, parfois il faut le faire, au moins pour s'inculquer qu'il faut se méfier des titres. Hein. Donc, CRISPR-Cas9, ah ouais, carrément, ils ont retiré le chromosome en trop, le chromosome 21 en trop. Donc là, c'est pas juste je vais modifier un chromosome, c'est carrément je retire un chromosome. Ouais, c'est significatif. Et seulement la troisième copie supplémentaire, hein, puisque les chromosomes elles sont en double, a été éliminée. Donc, ça ouvre la porte à ce que peut-être la trisomie 21 soit guérissable. Allez, on continue. Alors là, c'est la seule chose. Témoignage donc de David Shapiro. Il dit, ChatGPT a littéralement sauvé ma vie. Il m'a aidé à corriger les diagnostics et à récupérer après une décennie de problèmes de santé. Et ça, ce n'est qu'un témoignage qui fait suite à un autre témoignage. Je veux dire, on est dans l'anecdotique. Mais à mon avis, ça va pas être si anecdotique que ça dans le futur. Moi aussi, hein, je peux témoigner. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais de l'usage thérapeutique des IA, hein, notamment pour tout ce qui est maladie chronique. En fait, tout ce qui passe un peu sous les radars de la médecine, il y a des vraies solutions. Donc là voilà, c'est le témoignage de quelqu'un, pareil, qui avait un problème que les médecins n'arrivaient pas à traiter. Ce qui est, alors, je ne sais pas dans le détail, hein, mais on peut comprendre parce que il y a comment dire, un problème de spécialisation des médecins. Donc il y a des trucs qui passent entre les mailles du filet. Hein. Voilà, là, il dit ici qu'il a présenté les résultats de l'analyse de ChatGPT à son médecin et qu'il a été choqué de voir que bah ouais, c'était valable. Autre news sur la médecine de demain, hein, je vous dis, on est en train de changer de civilisation. Donc je vous le montre par différents biais. La dernière fois, c'était l'automatisation de certaines tâches manuelles. Hein. Alors attention, hein, j'ai bien dit tâches, et je répète, il ne faut pas parler d'automatisation de métier. Pour l'instant, on n'en est que sur les tâches. Hein. Mais bon, bref. Autre news, alors je vous ai dit c'est du mieux établi au plus spéculatif. Apparemment, il se pourrait que l'université du CLA ait réussi à trouver une thérapie pour on dit enfin pour les gens chauves, je sais pas comment on dit la calvitie, hein, pardon. Alors justement, je voulais vous montrer. Face à toutes ces news qui n'arrêtent pas de débouler et le fait que, ben, en fait, on n'a pas le temps d'aller tout lire et en plus c'est technique et en plus ben voilà, bon, ben, les journalistes ne font pas toujours du bon boulot. Hein. Euh, donc, le réflexe maintenant qui est en train de se développer, c'est ça. Et ça, c'est vraiment majeur de la part de Musk d'avoir intégré Grok à son réseau social. Donc là, on peut demander à Grok, explique-moi, dis-moi en plus. Donc là, il donne un résumé. Appliqué toutes les nuits pendant une semaine durant les essais, ça a permis aux cheveux de repousser. On est en phase 2. Donc la phase 1, c'est on essaye sur des individus sains de voir si que ça donne. Et ensuite la phase 2, c'est sur des malades. Pas de bêtises. Donc voilà, c'est pas encore approuvé en tant que thérapie. C'est en cours. Ça a l'air de fonctionner. Voilà, maintenant on va passer aux news plus spéculatives ou plus ambiguës où vous allez voir, enfin, il y a plus de problèmes quoi. Donc voilà, alors déjà, bon, on est d'accord, ça dépend sur les comptes auxquels on s'abonne. Mais il n'empêche que c'est quand même un peu partout sur le net, hein, maintenant. À chaque fois, vous allez voir, titre grandiloquent, la prochaine grosse percée, énorme percée. Bon, voilà, il n'y a que ça. Donc déjà, quand vous voyez ça, bah, vous avez compris, il va falloir allumer quelques voyants rouges. Alors, on va regarder plus en détail.
Donc là, je suis pas en train de dire que tout ça c'est bidon, hein, attention. Je dis juste que c'est pas aussi gros que ça n'en a l'air. Donc il faut faire attention sur ces news. Mais il n'empêche que, voilà. Donc une équipe chinoise a réussi à faire régénérer une oreille abîmée. Alors, il faudrait voir jusqu'à quel point c'est abîmé. Est-ce qu'ils l'ont coupé et c'est repoussé? Et ensuite, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est généralisable? Donc là, les souris, c'est un sujet d'étude important parce que ce sont des mammifères. Et effectivement, nous sommes aussi des mammifères. Mais est-ce que c'est généralisable à l'humain? Bah ça, rien n'est moins sûr, hein. Elles n'ont pas le même métabolisme que nous. Il y a plein de différences. Donc, c'est très encourageant, le fait qu'on arrive à faire ça. Parce que bah, les souris ne peuvent pas faire repousser une oreille. Donc, le fait qu'on y arrive, c'est qu'on est sur la bonne voie. Voilà. Et là, c'est le même article, mais avec un peu plus de détails. Donc, à travers l'acide rétinoïque. Donc, ils auraient réussi à répliquer un mécanisme qui existait chez la salamandre. Alors, on sait que euh, c'est théoriquement possible de régénérer les organes, y compris chez les humains, puisque, en fait, dans une certaine mesure, ça arrive déjà pendant l'enfance, en fait. Un enfant qui se coupe un doigt pendant l'enfance, il peut le faire repousser. Bah oui, puisqu'il est en croissance. Donc, il y a toute la machinerie, entre guillemets, pour créer des nouveaux organes ou pour les faire pousser existe à ce moment-là. Donc, quelque part, c'est un peu logique. Si on a réussi à les faire pardon, si la nature a réussi à faire pousser nos organes une fois à partir de cellules, pourquoi on pourrait pas le refaire deux fois? Bon, voilà. C'est juste que l'évolution n'a pas trouvé utile. Bon, c'est pas très sympa de sa part, hein, mais s'en fout un peu. N'a pas trouvé utile de conserver cette compétence. Probablement qu'elle est coûteuse du point de vue métabolique et que ça sert pas tellement pour la survie. J'entends la survie jusqu'à la reproduction, hein. Le fait de survivre après la reproduction, la nature, elle s'en fout un peu, hein. Ça sert pas tellement à transmettre ses gènes. Voilà, je vais le dire plutôt comme ça. Tout ce qui n'est pas utile à transmettre ses gènes, ben, la nature, en fait, elle sabre le truc, hein, parce que sinon, bah, c'est coûteux. D'une manière ou d'une autre, toute fonction est coûteuse. Voilà, donc, cette parenthèse, c'est pour dire que ces recherches partent de ces intuitions à la base. Mais après, trouver les mécanismes, c'est autre chose. Donc là, on s'en rapproche. Si on arrive à le faire sur la souris, on s'en rapproche. De le faire pour nous. Voilà, pareil, même type de news, découverte du mécanisme permettant aux axolotes de régénérer leurs membres. Voilà, ouais, encore une fois, ça aurait à voir avec l'acide rétinoïque, un dérivé de la vitamine A. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, apparemment, ce sont des pistes différentes de celles explorées par Michael Levin, qui lui aussi travaille beaucoup sur la régénération. Évidemment, comprenez bien que parler de régénération, potentiellement, ça veut dire, d'une part, si vous avez un accident, je sais pas, vous perdez une main, on la fait repousser. Alors même si ça met un an, je pense que vous serez content qu'elle repousse. D'autre part, ça veut dire que potentiellement aussi, quand on vieillit, on peut faire repousser un organe qui est devenu défaillant. Pourquoi pas? Donc, autre news, pareil, bon, je répète, hein, chaque fois qu'on voit des titres dithyrambiques, faut se méfier. Mais il n'empêche que tous ces progrès s'accumulent, et parmi ceux-là, il pourrait y en avoir qui seraient des innovations de rupture. Alors, on ne sait pas, parce que souvent, ils trouvent des trucs, alors c'est soit sur les souris, soit sur les mouches drosophiles ou autres, et c'est pas forcément généralisable si facilement que ça à l'humain. Mais il n'empêche que ça reste quand même des découvertes, des avancées. Donc voilà, ici, c'est une découverte sur le fait que les cellules souches des muscles permettent de réparer les muscles. Et avec l'âge, ça marche de moins en moins bien, ce mécanisme-là. Et donc, ils auraient trouvé une molécule qui permet d'inverser les dommages faits aux cellules souches. PGE2. Donc, voilà, à suivre. Donc, des news comme ça, il y en a beaucoup, hein. Ça ne veut pas dire que toutes vont aboutir. Et c'est pour ça que c'est bon, ben, c'est un domaine assez complexe. Autre news dans le domaine médical, j'en ai déjà parlé, mais là, vu que je fais une revue des dernières grosses infos liées à la médecine, ben je le redis en passant. Microsoft a présenté un modèle médical super intelligent et effectivement, quand on voit que j'avais fait la démo hein, sur cette chaîne dans une vidéo précédente, quand on voit que un modèle de 8 milliards de paramètres, c'est-à-dire il peut tourner sur une machine, sur un ordinateur personnel, et déjà largement au-dessus d'un médecin moyen, en fait. Alors, bah oui, des gros modèles entraînés, bah oui, ils font beaucoup, beaucoup mieux, et à l'usage pour moins cher. Donc, si on ne prend pas en compte le prix de développement du modèle, il n'empêche que, en termes de diagnostic et de prescription,
Donc, tout compris, hein, c'est-à-dire le prix du diagnostic, le coût des prescriptions qu'il y a derrière, et comparer ça avec ce que produisent les médecins, et ben, voilà, on a une super intelligence, euh, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus performant. Je répète, pas pour remplacer les médecins, mais pour remplacer certaines tâches médicales. Voilà, ici, encore une annonce. Donc, dès que vous voyez ça, grosse percée, méfiance. Donc, les Sud-Coréens ont trouvé une protéine CLCF1 qui est centrale comme messager quand on fait pour les bénéfices de l'exercice. Donc, en gros, vous faites de l'exercice, votre corps produit certaines molécules pour dire au corps, ah, attention, il a fait de l'exercice, bah, du coup, produit du muscle, enfin bon, tout ce qui fait les bénéfices de l'exercice. Donc, conséquence, ce genre de choses, j'explique la logique dans mon bouquin, hein, évidemment, puisque c'est un livre sur la longévité, reprendre sa santé en main. Et justement, je veux faire un focus là-dessus parce que c'est important. Que vous compreniez pourquoi j'ai écrit ce bouquin. Parce que, là, pardon, quand on lit ça, on se dit, ah bah c'est bon, plus besoin de faire du sport, je vais me contenter d'attendre qu'il y ait la molécule, la molécule que je prendrai sous forme de cachet, la molécule, j'ai fait du sport, et hop, j'aurai les bénéfices d'avoir fait du sport, mais sans faire de sport, sans faire d'effort quoi, derrière. Donc, l'idée ici, quand ils disent ça supprime les effets de l'âge relatifs au système musculo-squelettique. Concrètement, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, j'insiste, hein, c'est bien là, c'est bien ce qu'il marque là. Thérapie qui préserve la jeunesse sans l'exercice. Donc, on va parler un peu de ça, de ce que j'explique dans le bouquin, et des pièges de ces trucs-là. Donc, l'idée, c'est que quand on vieillit, à partir de 60-65 ans, il y a le phénomène qui s'appelle la sarcopénie, c'est-à-dire qu'on perd en masse musculaire et en densité osseuse. Et ça, c'est dangereux parce que, à partir d'un moment, il suffit que vous fassiez une chute et vous vous cassez le col du fémur. Et le problème qui se passe, c'est que ensuite, vous êtes alité pendant un mois ou deux, le temps que ça guérisse, un minimum, le temps de pouvoir reprendre des béquilles. Et le problème, c'est que quand vous êtes alité et que vous bougez pas, eh ben, vos muscles ils fondent. Et votre densité osseuse, elles fond aussi. Donc, conséquence, ben, la fois d'après, vous êtes encore plus fragile. Et encore moins assuré dans vos pas. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux, cette histoire de la sarcopénie. C'est pas juste, ah oui, j'ai perdu un peu de densité osseuse. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Donc, là, maintenant, ils nous disent, pas de souci, on a trouvé la pilule, la molécule, vous avez gardé votre densité osseuse et vos muscles, sans rien faire. Bon, ok. Ben moi, attention, je ne dis pas que je suis contre, et ça a sûrement des usages thérapeutiques. Ce contre quoi je suis, c'est de dire, on va remplacer l'exercice par ça. Là, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre vie, mais moi, personnellement, je pense que c'est une énorme connerie. C'est comme si vous disiez, ah ben maintenant, on sait faire des transplantations de poumons, donc bah, c'est pas grave, je vais fumer comme un pompier, et puis dès que j'ai un cancer, je me fais changer mes poumons. Et puis cette logique, bah, vous l'appliquez à tout en fait. Bah, c'est pas grave de prendre du poids, je vais me faire plaisir à manger comme j'ai envie, et puis bah, quand ça ira pas, je prendrai la molécule qui fait maigrir. Euh, Là, c'est quoi la dernière molécule qu'ils ont trouvée? C'est le GLP-1 voilà, ou l'Ozempic. Et l'Ozempic, présenté comme la molécule miracle, et peut-être, bon, mais comme coupe-faim. Et peut-être que ça marche dans certains cas. Encore une fois, hein, c'est pas du tout blanc ou noir hein, dans ces histoires-là. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, la santé, c'est quelque chose de difficile et je vous garantis que ça va rester difficile à un moment. C'est-à-dire que ça va pas être, je vais chez le médecin, il me prescrit une molécule et ça y est, c'est bon, c'est gagné. Hein. Ça sera pas du tout comme ça, je vous garantis. Donc, ce que j'ai lu dans un tweet paumé, hein, évidemment, c'est pas marqué partout. Donc, c'est qu'en fait, oui, ça supprime l'appétit, mais de manière définitive. Donc après, ben, après vous êtes content. Hein. Donc très bien, peut-être que ça peut aider des gens, certaines situations, mais bon voilà, il y a toujours un prix à payer à la facilité. C'est vraiment, alors, peut-être que j'aurais dû l'écrire en gros plusieurs fois, mais pour moi, c'est une des choses, une des idées que j'ai voulu défendre dans ce bouquin, c'est la facilité à un prix. Méfiez-vous quand on vous vend de la facilité. Ça ne veut pas dire qu'il faut la rejeter, ça ne veut pas dire que cette facilité n'a pas d'intérêt dans certaines situations, mais attention. Donc voilà, là, ce qui est présenté comme une énorme percée médicale, alors peut-être que pour les personnes âgées, ben, il n'y a pas d'autre solution et que faire de l'exercice
Ça compense en partie, mais si on veut aller plus loin, peut-être que, bon voilà, pas dogmatique, hein, mais voilà, il faut tout ce qu'on va faire pour s'auto-bidouiller nous-mêmes, il va falloir bien y réfléchir et il va falloir comprendre à quoi on joue, hein. Et c'est précisément pour comprendre, pour avoir des bonnes bases, que j'ai écrit ce bouquin, hein. Parce que moi, je vise à vivre le plus longtemps possible. Peut-être si les thérapies d'ici là progressent à devenir immortelles, pourquoi pas. Enfin, quand je dis immortel, c'est dépasser les 120 ans, parce que ben, en fait, on sait pas si on pourra être véritablement immortel. Pour moi, enfin, je pense que aujourd'hui, il y a une limite à 120 ans, et puis il y aura une autre limite, peut-être qu'elle sera à 3000 ans, peut-être qu'elle sera à 550 ans, je sais pas. Il y aura sûrement d'autres paliers. À mon avis, on ne sera pas immortel. Mais bon, il n'empêche que, pour y arriver, il ne faut pas tomber dans tous les pièges qui vont se présenter à nous, et ils sont nombreux. Il va falloir comprendre à quoi on joue, encore une fois, hein. Et d'ailleurs, la news suivante est parfaite pour ce que je vais vous expliquer. Voilà, là, il nous parle de la rapamycine. Aussi bonne, aussi efficace pour la santé des cellules que le jeûne ou la diète. Alors, on va aller regarder ça. Donc, la rapamycine, si je dis pas de bêtises, on va vérifier ça ensemble. C'est la molécule qui est testée actuellement sur les chiens. Voilà, c'est ça, Dog Aging Project. On teste la rapamycine dessus. Donc, c'est une molécule prometteuse, hein. Attention, encore une fois, ce que je vous propose, c'est l'esprit critique, hein. C'est pas de dire que tout ça, c'est du gros n'importe quoi, hein. Voilà, pardon, on en était là. Donc, je reprends. La rapamycine a été testée sur les souris, si j'ai pas de bêtises, et ça, comme ça a fonctionné. Mais que les souris, c'est pas le même métabolisme que nous, on teste sur les chiens qui sont plus proches que nous. Voilà comment la science elle progresse, hein. C'est très bien, pas du tout une critique, hein. Donc, si ça marche sur les chiens, alors après, on passera sur nous. Et si ça marche sur les chiens, bah, tant mieux pour les chiens, hein. D'accord, certes, ils sont pris comme cobayes, pas forcément, ils sont pas forcément consentants, donc c'est leur maître qui décide à leur place, mais c'est pas fait dans un but malveillant, hein. Je sais que l'idée d'être un cobaye, bon, ben, ça peut faire peur, hein, je comprends, mais donc quel est le problème ici? C'est ça en fait, et que c'est présenté comme étant aussi efficace que le jeûne et la diète. Alors, je vais parler du jeûne. C'est pas pour critiquer l'efficacité de la rapamycine. C'est pour vous expliquer les pièges qu'il y a dans toute cette littérature. Des pièges qui concernent tout le monde, y compris les scientifiques, hein, et vous allez comprendre pourquoi. Ça, je l'ai découvert dans le livre de Peter Attia, Outlive. Voilà. Le livre sur la longévité, fait par un médecin très, très sérieux. Qu'est-ce qu'il explique sur ces fameux jeûnes? En fait, pourquoi on dit que le jeûne est bon pour la longévité? Parce que ça vient d'une étude sur les souris sur laquelle ils se sont rendus compte que quand on faisait jeûner les souris, elles gagnaient des années de vie. Maintenant, vous allez comprendre le poteau rose. En fait, l'étude en question a été faite sur des souris, enfin, les souris de contrôle, c'était des souris de labo. Et en fait, les souris de labo, je répète l'explication de Peter Attia, hein. C'est une image, mais grosso modo, les souris de labo, elles sont entre guillemets nourries aux croquettes de souris de labo, et grosso modo, c'est l'équivalent du McDo pour nous. Donc en fait, quand on dit que les souris ont gagné des années d'espérance de vie grâce au jeûne, c'est juste qu'en fait, le jeûne leur a fait perdre les maléfices, entre guillemets, de la bouffe croquette, du McDo des souris, et donc elles ont juste retrouvé une espérance de vie normale, en fait. Elles n'ont rien gagné du tout par rapport à une vie de souris normale. Donc, quand on dit que le jeûne fait gagner des années d'espérance de vie, bah c'est faux. Ça fait gagner des années d'espérance de vie si vous êtes malade et si vous avez des problèmes de glycémie, d'obésité et tout ça. Et maintenant, venons-en à la deuxième partie, la diète. Et souvent, disons, on va parler de jeûne intermittent. Il est dit que le jeûne intermittent, c'est plus de, je sais plus, 12, 14 heures par jour sans manger, un truc comme ça, peu importe le chiffre. Bon. D'où vient ce chiffre? Ben, en fait, parce que dans les études sur les souris, on les faisait jeûner pendant ce temps-là. On réduisait leur fenêtre de nourriture sur 24 heures, et ça donnait des bons résultats. Sauf que le métabolisme de la souris est beaucoup plus rapide que le nôtre. En réalité, le fait pour elle de ne pas manger pendant 14 heures, ça serait équivalent pour nous à ne pas manger pendant 2 ou 3 jours. C'est pas du tout la même histoire.
L'idée, c'est que le jeûne, ou le jeûne intermittent, pardon, permettrait de déclencher l'autophagie, mais c'est faux. Ça ne déclenche pas d'autophagie chez l'humain, de jeûner pendant 14 heures. Donc peut-être que je me trompe, mais c'est ce qui est dit un peu partout, ce qui est répété un peu partout, mais visiblement, en tout cas, certains chercheurs ne sont pas d'accord. Donc après, je vais pas vous dire que j'ai raison, puisque précisément, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que c'est très compliqué tout ça, et qu'en fait, il faut beaucoup de temps pour que on arrive à avoir des informations correctes. Et c'est pareil avec les histoires de musculation, comme quoi il faut prendre vos protéines 1 heure après l'effort, parce que c'est la fenêtre anabolique, tout ça. Bon, en fait, c'est pareil, c'est des études qui sont surinterprétées, alors derrière, bah, ça fait tout un business, ça fait des modes et tout, donc, mais c'est, en réalité, bah, voilà, d'autres études ont été faites après, et on découvre qu'en fait, ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Je vais pas rentrer dans les détails de tous ces trucs-là. C'est juste pour vous dire, attention, attention aux news. On ne peut rien prendre pour argent comptant sur tout ce qui est percée médicale. Ça ne veut pas dire qu'on peut rien savoir sur rien. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas le recul, tant qu'on n'a pas 10, 20, 30 ans de recul, toutes ces news, il faut les prendre avec un grain de sel. Et inversement, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Hein. Comprenez-moi bien, je suis un peu sur le fil du rasoir, là. Je vous explique, oui, 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 oui. Il y a des progrès. Non, 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 il n'y a pas des progrès. Bon, en fait, il y a des progrès, mais il ne faut pas surinterpréter les progrès qu'on fait, il ne faut pas exagérer. Donc, on n'est pas en train de devenir immortel. On ne sera pas immortel d'ici 2030. Alors ça, là, si vous voulez prendre le pari avec moi, allez-y. Mais on progresse, c'est certain. Donc moi, je vois plutôt quelque chose de l'ordre d'ici la fin du siècle. Ouais, peut-être à ce moment-là, ça sera commun de dépasser les 100 ans et peut-être même qu'il y aura des gens qui dépasseront les 120. Les 120, c'est la limite un peu absolue. Hein. Aujourd'hui, 120, 121, 122, on ne sait pas trop, mais visiblement, personne n'a jamais dépassé ça. Le jour où on aura un Gus qui parviendra à vivre à 130 ans et qu'il se sera passé quelque chose. Et que potentiellement, à partir du moment où on a réussi à repousser la barrière une fois, peut-être qu'on pourra la repousser après plein d'autres fois. Je précise, demain je fais un talk, un direct, pardon. Si vous voulez venir parler de tout ça, ben, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous voulez que je précise des choses, dans la mesure de mes connaissances, évidemment, ben, venez. Alors je vais l'avancer, le talk, le direct, ça sera à 19 heures et pas à 20 heures, mais bon, à 20 heures j'y serai encore, donc de 19 à 21 heures à peu près. Et voilà. Alors, allez, on continue. Mais je pense que vous avez compris le principe. Donc voilà, quand vous lisez ça, grosse percée sur la lutte contre le vieillissement, bah ok, ok, peut-être, peut-être. Tant mieux si c'est le cas. Mais là, vos radars doivent s'allumer et ça veut dire il faut aller vérifier, il faut aller creuser un peu, et puis faut se dire, bon ok, on va attendre un peu que la poussière retombe. Mais tout ça, c'est super encourageant. Donc voilà, là c'est thérapie génique, pour, bon là, je sais pas, un truc, c'est trop compliqué, ça dépasse mes compétences, mais bon, peu importe. Et là, à la rigueur, bah, si vous voulez savoir ce genre de truc, vous demandez à Grok, vous mettez @Grok, explique-moi les termes techniques, et il vous le mettra. Donc ça, c'est aussi un outil à ne pas négliger. Hein. On est en train de changer de monde. Il faut prendre des nouveaux réflexes. Ça. Et je pense que Grok va jouer un énorme rôle hein, là-dedans, entre les community notes et Grok, justement pour tempérer un peu tout ça. Les IA, on va pouvoir les utiliser un peu comme des sages. Hein. C'est un peu comme si on avait Platon, Socrate à côté de nous, là, et qui nous dit, oui, oui, d'accord, d'accord, mais écoute la voix de la sagesse. Voilà, voilà, voilà comment t'y prendre par rapport pour faire le tri dans toutes ces news. Donc là, c'est intéressant parce que ça rajeunit apparemment les cellules dans plusieurs organes. Et ça réduit l'inflammation. Donc ça, c'est très bon signe. Alors, aujourd'hui, il y a différentes manières de mesurer l'âge. Il y a l'âge, le nombre d'années, c'est une chose, mais l'âge biologique, en fait, on n'est pas trop sûr encore de ce qu'il faut mesurer exactement. Mais ce qu'on est sûr, c'est que l'inflammation, par contre, ça joue un rôle majeur. Pas forcément le critère ultime, il y a peut-être d'autres précurseurs avant, mais en tout cas, c'est quelque chose à surveiller. Voilà, autre news, toujours pareil, hein, ils ont trouvé une sorte de colle de colle naturel qui répare les dommages dans l'ADN, je suppose qu'il fait référence au télomère, et apparemment ça protège les cellules du cerveau, et ça pourrait aboutir à des thérapies pour Parkinson et Alzheimer. Bon, après, vous verrez,
dans mon bouquin, je parle de ça, hein. Les 4 cavaliers de l'apocalypse, les 4 cavaliers de la maladie, pardon, euh, de comment les maladies se fabriquent, on commence à comprendre un peu comment ça marche. Et vous verrez que, encore une fois, c'est un peu ce que je disais précédemment, les comportements, les habitudes de vie, si vous voulez, sont absolument majeurs pour la santé, pour la longévité. Vous ne compenserez pas avec des médicaments ce que vous détruisez avec vos comportements. Et c'est valable dans ce cas-là aussi, comme dans les autres cas. Donc les explications, elles sont dans le bouquin sur comment les voies métaboliques en fait qui fabriquent la maladie. Voilà, dernière news qu'on va traiter. Les chercheurs découvrent un mécanisme qui pourrait potentiellement doubler l'espérance de vie. Alors, on pourrait passer grosso modo de 120 à 160. Ça veut dire que le maximum passerait de 120, on passerait d'espérance de vie de 80 à 160 et donc le maximum passerait de 120 à 240. C'est ça que ça veut dire. Mais voilà, quand on regarde, c'est sur les mouches du vinaigre. Donc, permettre aux mouches du vinaigre de doubler leur espérance de vie, très bien. Alors déjà, je pense que je pense pas qu'il y ait le même effet que ce dont j'ai parlé précédemment sur les mouches du vinaigre, à savoir euh, le côté, comme je vous disais sur les souris, le fait qu'elles sont mal nourries et que du coup, on prétend augmenter l'espérance de vie des souris, alors qu'en fait, non, on leur redonne leur espérance de vie normale. Donc, je ne pense pas qu'il y ait cet effet-là sur les mouches du vinaigre, mais je me trompe peut-être. Donc ça, déjà, c'est un premier bémol, il faudrait aller vérifier ça. Mais après, bon, je pense pas du tout que ça soit généralisable à l'humain, hein. On n'a pas du tout le même métabolisme qu'elle, on va pas du tout à la même vitesse métabolique, si vous voulez. Donc, bon, c'est très bien, tant mieux. Il faut en passer par là, faire ce genre de découverte. Donc là, ça touche à un gène. Donc on se rapproche petit à petit. Mais voilà, n'allez pas en déduire qu'on y est. Voilà, ça c'est des titres. Bon, malheureusement, il y a une compétition à l'attention, hein, parce que si on ne fait pas ce genre de titre, et moi-même j'y suis soumis hein, en tant que youtubeur, hein, je suis obligé de mettre, et pas que je veux, hein, c'est que je suis obligé, sinon je ne fais aucune vue, sinon c'est même pas la peine que je sois youtubeur, hein. Donc on est obligé de mettre ce genre de titre. Donc charge quelque part au lecteur de comprendre un peu ce que ça cache et de se dire, oui, bon, ok, alors, si je vois un titre comme ça, bah, faut aller lire un minimum ce que ça veut dire derrière et réfléchir un minimum. Donc non, enfin, oui, potentiellement, ça pourra augmenter, pas doubler, l'espérance de vie humaine un jour, peut-être. En tout cas, c'est sûr que ça nous en rapproche, ça nous en éloigne pas. Ça, on peut le dire. Mais bon, voilà, ce titre est quand même essentiellement fallacieux. Donc faites attention. Et c'est pas un reproche que je leur fais, hein, Trust My Science, c'est plutôt un bon site, hein. Je veux pas faire un procès d'intention. C'est juste, je vous l'ai dit, il n'y a pas le choix. Il faut faire des titres comme ça, sinon personne ne lit. Donc voilà. Voilà où on en est, grosso modo, hein. On commence à avoir des thérapies géniques qui fonctionnent dans des cas restreints, particuliers, mais bon, pour ceux à qui on les prodigue, je sais même pas quoi dire, c'est juste fabuleux. Donc c'est génial. C'est pas que dans un seul domaine, c'est dans plusieurs domaines. Donc on est en train de développer des thérapies géniques. Est-ce que ça va augmenter l'espérance de vie globale de tout le monde? C'est pas dit que ça soit qu'on se retrouve à passer de 80 à 100 ans d'espérance de vie avec ce genre de truc. Donc non, non, je pense pas. On est plutôt sur des progrès incrémentaux. Je répète, et de toute manière, je vais le rabâcher sur cette chaîne parce que c'est pas juste vous qui devez le comprendre, hein. Il faut que ça percole, il faut que les gens, et c'est pas que moi qui le dis, hein, comprennent que les comportements sont premiers dans la santé. Voilà. Donc toutes ces thérapies, c'est génial. Si un jour on veut dépasser les 120 ans, eh ben, on va devoir à un moment donné se lancer, se jeter à l'eau et se dire, bon ok, ben, là je vais faire une thérapie génique, il y a des risques, je bidouille mon génome. Oui, parce que, où est-ce que j'avais ça? Voilà, CRISPR-Cas9, faut pas se dire que c'est comme un programme informatique, que l'ADN, on vient, on fout un coup de ciseau, on remplace dans toutes les cellules du corps, hein. Attention, c'est un truc, ça remplace, mais il y a un taux d'échec. Donc des fois, ça remplace pas. Des fois, ça crée des mutations qui sont délétères. Des fois, donc c'est des technologies qu'on améliore au fil du temps, hein. Ça, le CRISPR-Cas9, c'est la vieille technologie. Il y en a une nouvelle, j'ai oublié le nom, qui fait beaucoup moins d'erreurs.
Et rien ne vous dit que ça va être toutes les cellules de votre corps qui vont être impactées directement. Bon, c'est extrêmement complexe. Vous n'avez pas idée, enfin, peut-être que si, mais en tout cas, moi, j'avais pas idée il n'y a pas si longtemps que ça, hein. J'avais une vision un peu naïve de la chose. Donc, le jour où on bidouille avec son génome, je peux vous dire que vous allez prendre des grosses précautions, hein. En tout cas, moi, je vais prendre des grosses précautions. Et Ryan Johnson, qui est, entre guillemets, le champion mondial, hein, de l'immortalité, lui, il veut devenir immortel, il y consacre toute sa fortune, plusieurs centaines de millions il a dédié à ça, il est son propre cobaye, il teste tout ce qui est possible, et lui-même dit, insiste, à longueur de temps, c'est les comportements en premier, la première chose à régler, c'est le sommeil. Et ça l'empêche pas, après, de prendre des compléments, de faire des thérapies hyperbares et tout ce que vous voulez, des trucs qui coûtent un bras, ok. Donc lui, il ne veut pas juste vieillir moins vite, il veut essayer carrément de rajeunir s'il le peut, ou en tout cas de vieillir le moins possible. Le temps que les thérapies géniques ou autres arrivent à maturité. Et il a déjà essayé une thérapie génique, et il a dit que, bon, ben voilà, il a tenté le coup, mais il a bien précisé que c'était une thérapie génique réversible, hein. Alors, les détails exactement, je ne sais pas, mais voilà, c'est pour vous dire que on va vers une nouvelle médecine qui va très probablement, en moyenne, améliorer les choses progressivement, mais voilà, on n'est qu'au début du chemin. On n'est qu'au début du chemin. Comprenez bien ça. Voilà, je vous avais dit que j'allais vous faire une vidéo sur ce qui se passe dans le domaine médical. Si ça vous intéresse, bah, dites-le moi en commentaire, likez, évidemment, partagez. Vous avez compris, l'idée c'est que on regarde les dernières news, mais on prend du recul par rapport à ces news. Et on regarde ce qu'on peut en retirer aussi du point de vue pratique. C'est ça la démarche que je vous propose. Démarche que j'ai expliquée en long, en large et en travers dans ce bouquin. On y reviendra évidemment, il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine. Et il y aura sûrement d'autres percées intéressantes à commenter.